que maman nous accompagnerait tous les deux au collège de Sorèze. Là, je trouvais une grande différence dans le mode d'enseignement. Dans ce collège, on ne se contentait pas de donner une éducation soignée sous le rapport des sciences, des belles lettres et des arts libéraux, mais encore tous les arts d'agrément y étaient enseignés avec distinction. Ce collège était, avec juste raison, reconnu comme un des premiers de France. Jean Maffre vient d'arriver avec son frère Jacques à l'école de Sorèze. Nous sommes alors en 1799. J'avais envie un petit peu d'aller en pension à l'époque. J'étais en troisième, j'avais 14 ans. Je voulais faire une pension. Et puis c'est un ami de mes parents en fait, qui m'a parlé de cette école et qui m'a présenté l'école au travers d'une brochure donc, où ils expliquaient un petit peu quelles étaient les traditions de l'école. Donc ces traditions royales, militaires, le défilé, l'uniforme. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Quand je suis arrivée à Sorèze, j'avais 9 ans. Ma maman m'a accompagnée ce jour-là pour faire ma première rentrée dans cet univers. Et j'ai véritablement été quelque part submergée d'émotions. Et donc une certaine peur et à la fois énormément de fierté et la volonté donc de vouloir faire vraiment partie intégrante de cet univers qui suscitait beaucoup d'interrogations, beaucoup de peur et à la fois une exaltation vraiment très profonde. Pas d'école au premier temps, dans cette vallée du Languedoc sise au pied de la montagne Noire, mais une abbaye bénédictine. Dans cette proximité rassurante, non loin d'une rivière, se développe vite un village. Tout commence avec la fondation d'une abbaye carolingienne vers 754. Et cette abbaye, elle appartient à la grande famille bénédictine, qui est celle des moines d'Occident, avec pour devise ora et labora, il faut prier et il faut travailler. Et ce sont eux qui s'installent dans un sol ingrat, marécageux, au pied du village qui se tenait autrefois, tout en haut de la montagne qui domine l'école actuelle. Et c'est cette abbaye qui a fixé le lieu et, encore une fois, sans qui rien n'aurait été possible par la suite. Un même lieu dit, un même nom en partage, que n'épargneront ni les dernières invasions barbares, ni les guerres de religion qui marquent la région au fer des incendies, des pillages et des démolitions. Mais rien n'entame pourtant la foi des bâtisseurs. Toujours reconstruite, Sorèze attend son heure. L'attente durera 9 siècles. Sorèze sera un véritable radour sur glane, c'est-à-dire qu'en 1573, Sorèze sera pris par les protestants et les habitants mâles seront non pas passés au fil de l'épée, mais seront écrasés par le maillet. Et il ne restera de Sorèze que le clocher de son église paroissiale et l'abbaye construite par les bénédictins sera totalement ravagée. Elle ne renaîtra qu'une cinquantaine d'années après, même davantage, dans 1638, lorsque les bénédictins de Saint-Maur vont reconstruire la 4e abbaye qui va donner naissance à l'école de Sorèze, au collège de Sorèze. En 1682, dans la région du Languedoc,
les catholiques sont amers. L'Académie protestante de Puylaurens jouit d'un prestige qui semble à tous indépassable. La tradition protestante est tout de même une tradition davantage d'ouverture, d'accès direct au texte, sans les intermédiaires qu'il a pu y avoir. Ça, c'est la tradition intellectuelle que les protestants, dans un esprit de liberté, ont introduite. Donc un enseignement que nous pourrions qualifier, avec les précautions d'usage de vocabulaire, plus moderne et plus adapté à la société de leur temps. On citera ici cette pensée calviniste. Pour atteindre le meilleur, viser l'impossible. Puylaurens, en cette fin de XVIIe siècle, avait atteint l'impossible. On ne pouvait concevoir de rivaliser avec elle. Tel sera pourtant le projet fou des bénédictins de Sorèze, aller au-delà des frontières de l'impossible. Pour cela, l'école commandera à ses directeurs, à ses professeurs, à ses élèves aussi, d'avoir toujours une pensée d'avance. Leur commune exigence va bientôt faire de Sorèze l'un des premiers collèges de France. Alors, en 1782 s'ouvre à Sorèze le premier établissement officiel, en quelque sorte, sous l'impulsion de Don Jacques de Haudy, un bénédictin, qui fonde ce qu'on appelle un séminaire. C'est d'une école qu'il s'agit, avec au départ 24 fils de gentilshommes pauvres qui reçoivent là une éducation adaptée à leur rang. N'oublions pas que la reconquête catholique passait par les élites. Il s'agissait par conséquent de bien former les enfants de ces élites. Et le succès venant, d'autres élèves sont venus s'agréger à ces 24 premiers boursiers et l'école a commencé ainsi à tracer son sillon. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé réellement en ce début du XVIIIe siècle. Pensons à 1709, l'hiver terrible, pensons à toute une série de crises dans le royaume. En tout cas, en 1722, l'école ferme. Et officiellement, elle ferme à cause de la peste de Marseille. L'école va rouvrir en 1759, donc après cette longue parenthèse, et cette réouverture va être l'œuvre d'un bénédictin, Don Victor de Fougeras, qui est à la fois un excellent administrateur et un excellent pédagogue. Et c'est lui qui va littéralement donner le nouveau programme d'enseignement qui sera en honneur dans cette école, c'est-à-dire un programme d'enseignement beaucoup plus ouvert sur le monde et en rupture, effectivement, avec ce qui se faisait dans d'autres collèges. Que propose Don Fougeras? Il propose dans ce plan 3 innovations importantes. La première, c'est le fait que, d'une certaine façon, le cursus du pensionnat s'allonge par rapport au collège traditionnel. La seconde innovation de ce cursus, c'est que les études classiques s'ouvrent délibérément à d'autres matières que ce qu'on appelait les humanités. Elles s'ouvrent en particulier à l'histoire et à la géographie. Et troisième innovation, c'est le principe de matière à option. C'est-à-dire qu'au-delà de ce tronc commun qui comprend latin, français, histoire et géographie, il y a toute une série de matières à option et les élèves se distribuent selon ces différents exercices qui sont soit des exercices d'agrément, c'est-à-dire la danse, le chant, et puis des exercices du corps comme l'escrime, l'équitation et mathématiques préparatoires aux écoles des corps techniques de l'armée, c'est-à-dire marine, artillerie et génie. À la fin du XVIIIe siècle, sensible à son prestige, Louis XVI distingue Sorèze pour en faire l'une des 12 écoles royales militaires du royaume. À peine élue, l'école se doit d'adopter le plan d'éducation militaire du comte de Saint-Germain,
conçu pour ceux que l'on destine à la profession des armes. On peut y lire « Par une éducation rigoureuse et pénible, le reste de leur carrière leur paraîtra doux et facile. » Il est clair que toute une série de nobles n'ont pas les moyens d'éduquer leurs enfants pour qu'ils puissent tenir leur rang. Donc l'idée du roi est de former des élèves qui appartiennent à cette noblesse et de fournir en quelque sorte des subsides à sa pauvre noblesse. L'idée vient très vite qu'il est aussi dangereux d'élever uniquement ensemble les seuls nobles, parce que cela développe chez eux un sentiment d'orgueil militaire, de séparation des autres classes de la société. L'idée du comte de Saint-Germain est donc de fusionner l'éducation des élites et de répartir les boursiers dans différentes écoles militaires. Il y en aura finalement 12 au total. Et c'est là que c'est assez intéressant. Le choix du comte de Saint-Germain a été de placer ces pensionnats quasiment à la campagne ou dans des petites villes. Et là, on est dans ce sentiment du XVIIIe siècle que la vertu et le bonheur se situent à la campagne et non pas dans la ville qui est une sentine de vice. À Don de Fougeras succède un autre bénédictin, Don d'Espot. C'est lui finalement qui va adapter Sorèze à ce que le pouvoir royal attend de lui. C'est ça qui est extrêmement important, puisque désormais ce sont des boursiers de l'État, nous dirions aujourd'hui, qui viennent à Sorèze, ce qui aboutit à un gonflement considérable des effectifs. Songeons qu'il y aura 460 élèves à Sorèze en 1789. Et Despot, en même temps, va être un grand bâtisseur. Il veut donner un aspect royal à cette abbaye-école. Ce sont ses propres termes pour, au fond, la mettre en conformité avec sa tâche nouvelle. Et c'est de là que date la grande aile du côté ouest, aujourd'hui, avec son fronton majestueux, et surtout ces deux cours d'honneur splendides qui sont au flanc nord de l'école et qui lui donnent toute sa noblesse. Sorèze est une promesse de discipline, une promesse de prestige aussi. Une jeunesse ardente afflue des quatre coins de France et même des terres d'outre-mer. Je dirais que le recrutement du collège de Sorèze est à l'image de sa pédagogie, c'est-à-dire marqué par l'ouverture. Ouverture des idées, ouverture sur le monde. 250 petits pensionnaires vont traverser les océans pour chercher à Sorèze cette pédagogie innovante. Alors ce sont 9 fois sur 10 des petits Antillais, mais il y a également un certain nombre de pensionnaires venus d'Amérique latine, du Mexique, du Venezuela, du Pérou, du Chili. Et au-delà encore, il n'y a pas que l'Amérique latine, on trouve des éléments moins nombreux, mais on les trouve, c'est ce qui est remarquable, venus de l'océan Indien, de la Réunion, venus de l'île Maurice, de Pondichéry, voire de Syrie ou de Tunisie. L'enfant pouvait arriver à l'âge de 5-6 ans, donc véritablement un bambin qui est arraché à ses parents. Alors ça pouvait être des parents de la région, donc ils pouvaient faire des visites, mais sachant qu'un quart des pensionnaires venaient d'au-delà des océans, il est évident que ces enfants-là avaient une enfance, je dirais, totalement orpheline. Et il y a la correspondance, on trouve quelques traces, trop rares malheureusement, de courriers d'enfants à leur mère, à leur père. Et on a quelques exemples de courriers assez attendrissants. Et je dirais pour la fin du XVIIIe siècle, un certain spleen. Mon très cher père, il y a bien longtemps que je n'ai pas reçu de vos nouvelles. Il me tarde bien de vous voir. Quand viendrez-vous?
Dites-moi comment se portent mes oncles, ma mère, ma grand-mère, mon frère et ma sœur. Je vous embrasse tous. Je me porte toujours bien, mais j'ai du mal aux mains. Je vous aime de tout mon cœur. Votre fils, Lingua. L'éducation à Sorèze devait être relativement dure pour ces enfants, quelquefois très jeunes, puisque avant même d'avoir le label d'école militaire, les pères souhaitaient ne pas les élever dans un cocon, les extraire de cette vie un peu douillette qu'ils pouvaient avoir en famille. Et donc, la toilette à l'eau froide était exigée, obligatoire. Le chauffage était des plus réduits. Et donc, il s'agissait d'une vie spartiate avant même d'être entraîné à une carrière militaire. Mais les armes n'ont pas le monopole de l'universalité. Au même moment, partout en Europe, la philosophie des Lumières séduit. En France, si Versailles semble faire la sourde oreille, nul n'ignore à Sorèze Jean-Jacques Rousseau et son traité d'éducation, l'Émile. C'est vraiment la très grande époque de Sorèze à ce moment-là, avec un programme d'enseignement qui est extrêmement moderne et qui inclut ce que nous pouvons appeler l'esprit des Lumières. Il ne faut pas s'imaginer des congrégations de bénédictins crispées sur le passé, mais au contraire tout à fait en phase avec le grand mouvement d'idées de leur époque. Certains bénédictins lisaient pendant les promenades des élèves le Candide de Voltaire, sans leur dire qu'il s'agissait de Voltaire et de Candide, mais à titre de récréation, un bénédictin comme Don Abral faisait la lecture de Candide. Affinités électives, à l'école, on préfère depuis longtemps l'expérience sensible à l'âpre théorie. Ainsi, l'étude de la géographie s'enseignera surtout par les yeux. Cette lettre de l'élève d'Alray à son père en témoigne. Nous ferons des petits plans en toutes sortes de couleurs. Nous irons dans la campagne avec le maître qui nous apprendra à lever des plans. Le corps enseignant bénédictin a su ménager un enseignement qui évite la routine, qui ponctue les cours relativement longs, de petites récréations, d'interludes. Il y a également des activités sportives. Il faut savoir qu'il y a un bassin de natation où on effectue chaque année un record de l'heure. Il y a de l'équitation, il y a un manège. On se tient au courant des nouvelles découvertes, le paratonnerre, l'électricité. Et tout cela fait que chacun, en fonction de ses talents, de ses goûts, peut faire son chemin et finalement vivre relativement bien, loin des siens. À Sorèze, on apprend depuis toujours à aimer apprendre. L'épanouissement des élèves dans leurs études est sans cesse encouragé, et chacun peut donner libre cours à ses inclinations. Le 10 mars 1777, l'un d'eux écrit à son père. « Mon très cher père, je vous dirais que j'ai quitté l'arithmétique et la géométrie. Maintenant, mes exercices sont le violon, le dessin et la topographie, c'est-à-dire apprendre à tirer le plan d'une campagne. » Ce qui me paraît très important à Sorèze, c'est l'individuation des cursus. C'est-à-dire, d'une certaine façon, chaque élève suit son cursus avec ses matières à option, son rythme propre, et il me semble qu'il y a une attention particulière du supérieur, en accord avec les parents, à forger progressivement, selon les progrès de l'enfant et selon les bulletins de notes qu'il a, à forger ce parcours éducatif. La
pédagogie classique ne convenait absolument pas à la demande parentale. Nous avons des fils d'armateurs, de planteurs, qui ne souhaitent absolument pas que leurs enfants soient des forts en thème latin ou grec, et qui préfèrent au contraire une éducation à la vie mondaine et éventuellement à la vie militaire, à l'équitation, et leur faire varier les plaisirs et apprendre la politesse. Et en cela, Sorèze offrait tout un éventail d'activités et de disciplines qui correspondaient aux vœux de ses nouveaux parents. Mais la différence ne s'exerce pas impunément dans un monde qui, plus que jamais, cherche à se rassurer. À Paris, les défenseurs du latin s'offensent du peu de cas qu'on en fait à Sorèze. Mais il y a pire à leurs yeux. Dans l'étude sensible et expérimentale, ils croient voir une allégeance faite aux matérialistes. Les caciques de l'université soupçonnent bientôt les pères de Sorèze de faire en catimini le jeu des encyclopédistes. La réponse ne tarde pas. Eh bien, vos élèves seront d'excellents grammairiens, de parfaits latinistes, des littérateurs accomplis, et au bout de tout cela, peut-être des pédants bien ennuyeux. Pour les nôtres, ils seront un peu de tout. Quand survient la révolution de 1789, il ne s'agit plus de se piquer de mots. La Révolution s'abat sur une école en pleine prospérité, avec un recrutement international, une très forte réputation, et c'est un véritable séisme pour l'école, qui va souffrir à 3 titres essentiellement. Le premier, c'est que la vente des biens nationaux va la priver de ressources qui servaient à garantir les conditions matérielles. Mais ce n'est pas là, sans doute, le plus grave. Le plus grave, c'est que il y a une véritable crise morale. Cette école est une institution royale dont elle va devenir rapidement suspecte. Et surtout, le personnel se voit confronté avec l'obligation d'accepter, dans un premier temps, la constitution civile du clergé, avec un premier serment, et puis toute une série de tracasseries qui vont faire que finalement, ce personnel est décimé. Et d'un troisième point de vue, le recrutement va se tarir, étant donné que, par exemple, les communications avec l'Espagne vont être rapidement détériorées, et aussi beaucoup de personnel issus des classes nobiliaires ne vont plus pouvoir venir dans cette école qui va être transformée en école nationale militaire. En 1791, un an après la suppression des ordres monastiques, les bénédictins quittent Sorèze. Pas tous, cependant. Don Despo quitte l'école et se réfugie en quelque sorte à Paris, où il ne sera pas victime des persécutions comme d'autres bénédictins qui ont quitté l'école et qui ont été massacrés. Mais celui qui reste, c'est Ferlus, qui cesse d'être bénédictin, bien entendu, puisque, vous savez, les congrégations religieuses ont été supprimées par la Révolution comme contraire à la liberté individuelle. Et il s'est trouvé l'un d'entre eux, l'ancien Don Ferlus, devenu le citoyen Ferlus, pour garder Sorèze. Au fond, ce citoyen Ferlus va être le sauveur de Sorèze et, contre vents et marées, si l'on peut dire, va réussir à maintenir l'école en vie en l'adaptant aux nouvelles réalités politiques du temps. François Ferlus est un homme éclairé qui ne se sent pas étranger aux idées de 1789. Signataire du serment constitutionnel par lequel il a renoncé à ce qu'il nomme son peu de prêtrise, il prononce pour la fête des Victoires un discours aux allures de programme. Autrefois, cette fête n'était que la fête des princes. Aujourd'hui, c'est vraiment la fête de chaque Français.
En vérité, Ferlus force le trait en raison des circonstances, car à Sorèze, on avait pris de l'avance. Dès 1787, on pouvait lire en effet dans le discours des exercices « L'école est une enceinte où s'évanouissent toutes les distinctions. On ne s'informe pas de celui qui est le premier dans le monde, mais de celui qui est le premier dans sa classe, de celui dont les parents ont le plus de revenus, mais de celui qui a le plus de mérite et de talent. » Ce qui se passait à l'extérieur, la furie dans quelques villes, n'a pas eu lieu à Sorèze, car très rapidement, Dom Ferlus, qui lui est resté à Sorèze, était un des moines bénédictins, a racheté l'école de Sorèze au Conseil révolutionnaire de Castres et sur la base des idées révolutionnaires qu'il a adoptées. Il faut savoir que l'on rentrait dans les classes en chantant la Marseillaise et les chants patriotiques de l'époque. Au début, effectivement, l'école accepte les principes révolutionnaires. Cela, au fond, est dans la logique de cette idéologie des Lumières qui régnait malgré tout dans cette école, qui les avait acceptés en très grande partie, cet esprit d'ouverture. Mais après l'euphorie, en quelque sorte, des premiers mois, il y a eu très rapidement une détérioration du climat. À Sorèze, ce sont les apparences qui se conforment aux volontés de l'histoire. Le souvenir de la tenue des élèves fait frissonner le baron de Marbeau d'horreur rétrospective. Pas de gilet, des chemises débraillées et couvertes de taches d'encre ou de crayons rouges, cheveux en queue souvent défaites et des mains, de vraies mains de charbonnier. Il s'emploie dans ses mémoires à établir l'inventaire des changements intervenus à l'école. Rien de bien grave à l'en croire dans les petits accommodements consentis à la jeune République. Les moines prirent l'habit laïque et le nom de citoyen remplaça celui de don. Les murs étaient couverts de sentences républicaines. Il était défendu de prononcer le nom de monsieur. Les élèves n'allaient au réfectoire ou à la promenade qu'en chantant la Marseillaise ou autres hymnes républicains. À cela près, rien d'essentiel n'était changé. Les études suivaient leur cours habituel et l'ordre n'y était point troublé. En 1793, quand on supprime les écoles royales militaires, Sorèze a déjà tourné la page. L'école est comme sortie de l'histoire qu'elle avait si longtemps précédée. Après la disparition de François Ferlus, c'est son frère Raymond qui reprend l'école. Il n'a pas certainement le génie ni pédagogique ni celui d'administrateur de son frère, mais il essaie de maintenir le cap. Un cap difficile puisque l'école est suspecte. Sorèze est accusé d'être à la fois un foyer de libéralisme, un foyer de bonapartisme, les surveillants et les enseignants chantant les louanges de l'usurpateur, et Sorèze est accusé aussi d'être un foyer d'irréligion, puisque un rapport déclare que 6 élèves sur 300 ont accompli leur devoir pascal. C'est un rapport de 1823 d'un inspecteur général, Laurency, qui est une sorte de réquisitoire contre Sorèze. Raymond Dominique Ferlus est donc obligé de démissionner en 1824, et je dirais que c'est à cette date que s'achève cette grande période. Après mon bac, j'ai dû rester une bonne semaine, 10 jours ici, encore avec mes amis, parce qu'on n'avait pas trop envie de partir. Et puis pendant ces 10 jours, j'en ai profité pour graver mon nom sur les arches de la Cour des Rouges. Parce que par tradition, à l'école, quand on passait son bac à l'école,
On gravait son nom sur une des pierres de la Cour des Rouges, avec son année d'entrée à l'école et son année de sortie. Donc bien avant moi, c'était le sculpteur du village qui venait et qui gravait le nom des élèves en y mettant aussi tout un tas de fioritures autour. À mon époque, on faisait ça nous-mêmes, hein, avec une échelle, un marteau et un burin. Et c'était assez important pour nous, là, cet épisode du nom. Ça permettait de marquer un petit peu son passage à l'école. On disait que Sorèze, c'était notre maison et c'était notre famille. Oui. Donc graver son nom sur un des murs de l'école, c'était s'inscrire réellement, hein, dans la famille des Soréziens. L'artisan du mythe sorésien sera dominicain. D'abord disciple de Rousseau, Lacordaire est un converti. Il aime à redire qu'il est arrivé à ses croyances catholiques par ses croyances sociales. La présence de Lacordaire à Sorèze a été assez courte, puisque il est arrivé en 1954, il est mort en 1961. Et pourtant, je crois qu'on ne peut pas imaginer maintenant Sorèze sans Lacordaire. D'ailleurs, c'est lui qui nous accueille avec la grande statue. Avec Lacordaire, c'est un romantique qui arrive à Sorèze. En 1854, à peine installé, il s'enthousiasme pour cette école qui étonne par son mélange de réel et d'imaginaire, de grandiose et de délabré. Avec son écurie où il y a encore des chevaux pour les élèves, ses salons élégants, ses peintures, ses boiseries, ces toitures immenses dont on se demande comment elles passeront le prochain hiver. C'est à lui que revient de réveiller cette beauté endormie, semblable à l'en croire à un tableau d'Hubert Robert. Ainsi naît une ambition dont il ne tarde pas à se faire un devoir. Il faut savoir que le mot romantique ne lui faisait pas du tout peur. Et je crois qu'il aurait été extrêmement content de savoir que Baudelaire s'est présenté à sa succession à l'Académie française, ce qui a été jugé d'ailleurs assez malvenu, un poète maudit succéder à un moine, comme on disait à l'époque. Mais il y a une phrase très intéressante de Baudelaire qui dit « Je me présente au fauteuil du père Lacordaire parce que c'est un moine romantique et je l'aime. » Donc, il y a un côté romantique et je suis persuadé, même si en même temps c'est un homme d'action, c'est un homme de décision, c'est un homme d'organisation, l'arrière-fond romantique est certainement très présent. À Sorèze, il appartiendra à Lacordaire de redonner à la religion, malmenée par l'histoire, la place qui lui revient, c'est-à-dire la première. Dans sa jeunesse, il avait, dit-on, pleuré en lisant l'évangile de saint Matthieu, constatant alors dans les pas d'un Chateaubriand: quand on pleure, on croit bientôt. On a peine aujourd'hui à imaginer comment éducation et religion étaient séparées, y compris à Sorèze. Les élites étaient complètement déchristianisées. Et c'est une véritable révolution culturelle, on peut employer le mot, que va initier Lacordaire en montrant que, finalement, pour former un homme digne de ce nom, la religion est certainement le meilleur moyen. Et ainsi, il donne à l'école, en premier lieu, sa devise, religioni, artibus armis, vous voyez, mais d'abord religioni, et Lacordaire, dans ses lettres à un jeune homme, dit que finalement il faut toujours se placer sous le regard de Dieu et que c'est le meilleur moyen de s'épanouir. Je dirais que c'est plutôt la formation de la personnalité qui compte pour lui.
chaque fois qu'il est devant un problème pédagogique ou peut-être de discipline, ou bien les fameux tableaux d'honneur qu'il affectionnait beaucoup, l'Athénée, l'Institut, qui était une sorte de gradation vers la reconnaissance du mérite. Ce qu'il compte, c'est les futurs hommes qui auront des responsabilités plus tard. Et le maître mot, à mon avis d'ailleurs, de la pédagogie, de la prédication, de la morale et peut-être aussi de sa propre vie, c'est former le caractère. Et le mot caractère chez lui a quelque chose qui est de l'ordre de la personnalité complète, psychologique, mais pas seulement, religieuse, dans la liberté. Caractère trempé dans la liberté. Il dira bientôt, Sorèze est aujourd'hui mon Versailles. Il est solitaire comme le palais de Louis XIV. Solitude du maître qui vient en écho à celle de l'élève pensionnaire. Le baron de Marbeau déjà l'évoquait. Mon père nous embrassa et partit. Mon désespoir fut affreux. Me voilà donc seule. Seule pour la première fois de ma vie. Mon frère dans la grande cour et moi dans la petite. Les élèves sont répartis donc en 4 groupes. Encore une fois, on rentre à Sorèze très tôt. Et les premiers d'enfants correspondraient à notre école primaire en quelque sorte. Et ils se distinguent par la couleur verte qu'ils portent à leur collet, c'est-à-dire à leur corps de vareuse. Viennent ensuite les collets jaunes qui correspondraient au tout premier cycle de notre enseignement, aujourd'hui, disons, 6e, 5e, 4e. Ensuite, les collets bleus qui correspondraient au 3e seconde, et enfin les collets rouges qui correspondraient aux classes de rhétorique, comme on disait pour la première à l'époque, et puis aux classes que nous appellerions terminales aujourd'hui. Chacune de ces divisions, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, dispose d'une cour, de locaux d'études, de dortoirs, de réfectoires séparés. Pour ses frères en solitude, éloignés de leur famille, l'uniforme et l'appartenance au groupe ne suffisent parfois pas à effacer les bleus à l'âme. Lacordaire ne l'ignore pas qui veut adoucir leur peine par une présence consolante où le beau et le bien se rencontrent. Le parc devient cet espace de liberté où peuvent s'épanouir les rêveries de tous les promeneurs solitaires. Opposé à l'ordonnance classique des bâtiments où tout suggère la discipline, il agit comme un contrepoint naturel, un prélude à l'espace secret de la montagne noire que l'ancien élève et académicien Jean Missler dira mystérieuse et fermée, avec les histoires de ses tours ruinées et de ses grottes. On s'y risque parfois par tradition et goût de l'aventure. Certainement, les paysages chez Lacordaire comptent beaucoup. J'ai relu très récemment une lettre où il évoque les paysages de son enfance en Bourgogne, et on voit, donc c'est quand même un homme mûr, combien ils sont vivants, comment il a des images très nettes, je dirais presque cinématographiques. La nature, la beauté de la nature, où il voit évidemment la création divine. Pour Lacordaire, Sorèze est une école où la religion, les lettres, les sciences et les arts se partagent les heures d'un jeune homme et se disputent son cœur. Son art est séduction. Orateur brillant, metteur en scène de talent,
il fait de Sorèze un parc au sortilège prompt à abriter les rituels festifs de l'école. Les fameuses distributions des prix, où les parents venaient, étaient invités, où il y avait des personnalités, où lui-même invitait ses amis, était un des grands moments de la vie de Sorèze, qui était comme aussi une mise en valeur des meilleurs. Hein. On tirait, je crois, le nom, on révélait le nom, un peu comme dans les festivals de films, de cinéma, de celui qui était désigné cette année-là pour participer à l'Institut. Donc, une véritable mise en scène pédagogique. Je crois que c'était de l'ordre pédagogique, avec aussi le sens du spectacle qu'il avait. Un prédicateur est nécessairement aussi un acteur, vous savez. Lacordaire était très connu. Il avait un passé prestigieux de prédicateur à Notre-Dame. Pendant qu'il a été à Sorèze, il a été élu à l'Académie française. Il est donc allé à Paris à ce moment-là. Et ça a été, si vous voulez, un magnifique propagandiste de son école. Et puis toutes les relations qu'il avait nouées au cours de sa carrière lui ont servi, notamment pour ces fêtes grandioses du centenaire. Bref, dans le village lui-même, une véritable dévotion de Lacordaire s'est manifestée. Quand il est mort en 1861, les gens de Sorèze ont dit en occitan « Abion une rei, la ben perdute ». Nous avions un roi, nous l'avons perdu. Lacordaire meurt en 1861. Après lui, les dominicains, puis des laïcs, entretiendront ces principes sur lesquels l'école avait construit à la fois sa différence et son avance. Ce qu'il reste de Lacordaire, c'est que, on l'a bien vu, je ne sais pas, il y a maintenant 20 ans, que très profondément, l'opinion française, l'opinion publique, a accepté qu'il y ait un enseignement confessionnel catholique, souvent d'ailleurs de bonne qualité, heureusement, et qui a droit de citer en même temps que l'éducation publique. Donc, je dirais que d'une certaine manière, Lacordaire a gagné vraiment son pari. Son héritage est considérable et l'onde décisive de son enseignement s'est propagée bien au-delà des murs qui l'ont accueilli. Le début du XXe siècle est un petit peu comme la fin du XIXe, avec une école de Sorèze florissante. Autour, le village vivait encore une fois pleinement en osmose avec son école, et il y a eu une influence incontestable au plan intellectuel, au plan culturel, entre les Soréziens, quelle que soit leur couche sociale. J'ai le souvenir, il y a encore pas très longtemps, d'avoir discuté avec des ouvriers retraités, des agriculteurs, qui incontestablement avaient un niveau intellectuel très nettement supérieur, alors qu'ils n'avaient fait aucune étude en ce sens-là. Il y avait par conséquent une imprégnation incontestable à tous les niveaux, venant de la fréquentation et des professeurs et des élèves de Sorèze. Au début du XXe siècle, fidèles continuateurs de leurs aînés, ils sont nombreux les Soréziens de souche ou de cœur qui porteront haut les couleurs de l'école. Au hasard des promotions qui se succèdent, on croise l'académicien Jean Missler, l'écrivain Emmanuel Maffre-Bauger, l'ancien ministre sénégalais Gabriel Darboussier, le double champion olympique d'équitation Pierre Jonquer d'Oriola
et les chanteurs Hugo Frey et Claude Nougaro, tous anciens de Sorèze. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, les conditions économiques changent énormément. L'école de Sorèze, c'est 3 hectares de toiture, 6 hectares de parc, et il faut dire que pendant longtemps, les investissements avaient cessé et le fonctionnement devenait extrêmement difficile. L'école de Sorèze est devenue une école libre, sous contrat avec l'État. Sorèze a continué jusqu'en 1990-1991, mais les conditions économiques et surtout les bâtiments étaient dans un tel état qu'elle n'a pas pu continuer cette magnifique aventure qui a duré 4 siècles. Et à ce moment-là, la commune de Sorèze, le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées se sont constitués dans le cadre d'un syndicat mixte pour racheter le site, le préserver, le restaurer et repartir vers une nouvelle aventure autour de la culture et de l'enseignement. Et donc c'est aujourd'hui le Sorèze du XXIe siècle. Toujours, l'école de Sorèze a forgé sa légende comme en dehors de l'histoire, ou plutôt au-devant d'elle. Elle a été parfois en avance sur son temps. On peut le dire avec les bénédictins du XVIIIe siècle qui avaient parfaitement compris l'évolution de la société qui arrivait et en quelque sorte l'arrivée de la Révolution. Elle a été en avance sur son temps avec Lacordaire qui a très bien senti la mutation profonde de l'Église catholique et de son évolution à travers la liberté et la démocratie. Et j'espère qu'aujourd'hui, à nouveau, elle est en avance de son temps. Comme soustraite à la brutalité du monde, l'école de Sorèze sera toujours ce monde à part, cette matrice où se pense le temps à venir. Finalement, Sorèze formait, je parle encore au présent tellement je reste attachée à cette école, mais Sorèze formait réellement un microcosme et était empreint vraiment d'un repli sur soi. Entre les élèves, finalement, s'établissait une sorte d'émulation, mais émulation toujours dans le bon sens, dans le respect de l'autre. Et c'est vraiment ce qui imprégnait l'esprit sorésien. Une question cependant. Doit-on prendre ses distances pour rêver le monde et son avenir? À cela, Lacordaire avait sa réponse. Les hommes meurent, les dynasties s'éteignent, les empires se renouvellent, mais les principes demeurent immuables. Sorèze n'est pas seulement une école. C'est un de ces principes auxquels les générations renouvellent leur confiance. Plus qu'un point de départ, un point de fuite aussi, une perspective à long terme. Question d'échelle assurément, qui ne se borne pas aux limites du présent. Les mots de Lacordaire ne lui appartiennent déjà plus. Ils disent tout le projet de Sorèze. Le tout est donc de travailler pour des idées et de laisser passer les hommes.